Salut à tous, bienvenue dans Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. On est très heureux de vous retrouver pour un débrief entier de la première journée du tournoi Destination. Pour débriefer, on a donc avec nous aujourd'hui un plateau avec notamment Emeric. Comment ça va, mon Emeric ? Ça va, je me suis couché à 4h30, on va dire la vérité aux gens, il est 10h. Ça fait mal aux yeux. On a regardé bien évidemment le Super Bowl. Mais là, on est là pour débriefer du rugby, donc autant te dire que je suis au taquet. J'ai beaucoup aimé cette première journée de Destination. Alors je te rassure, moi Emeric, je n'ai pas regardé le Super Bowl. Ah oui ? Non, je suis pas du tout. Je te dis rien, mais Tom Brady c'est le boss. Voilà. Je te dis rien, je te spoil pas, mais vraiment Tom Brady il est au-dessus du lot quoi. Les gens vont te détester, mais ce n'est pas grave. Comment ça va, mon Rivet ? Est-ce que toi t'as regardé le Super Bowl ? Oui, j'ai aussi regardé le Super Bowl. D'accord, donc en fait tout le monde va être fatigué sur ce plateau. Non, ça va, je vais être prêt. Je suis très content de vous retrouver. J'ai pas boudé mon plaisir de retrouver le 6 Nations ce week-end. C'était vraiment trop bien. J'ai passé un super week-end. Bon, par contre, j'ai été un peu moins content des autres résultats que celui de l'équipe de France parce que j'avais fait quelques paris ici et là. Et voilà. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Il a hypothéqué la maison. Puis j'ai des cousins irlandais, je les déteste désormais. Enfin bon, bref, mais très content de vous retrouver en tout cas, oui. Et bien avec nous les gars, aujourd'hui on a un invité de marque, un homme qui a suivi, qui est fort mentalement, sachez-le, parce que c'est un homme qui a suivi Grenoble très longtemps, Bravo. notre Bravo. top 14 Pro D2 c'est beau, longtemps. ça. Comment ça va, Thomas Perrotto, journaliste à l'équipe ? Bonjour, merci les gars, merci pour l'invitation. J'ai t'es- pas regardé le Super Bowl, ce que tu m'as dit, couche-toi un peu tôt, prends des protéines, machin, donc moi j'ai fait ma nuit correcte quoi. Tous les mecs On qui adore. sont déglingués le matin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors Thomas, sache qu'aujourd'hui on va commencer par un débrief tout simplement de Italie-France que tu as regardé. Bien Est-ce sûr, que oui, tu as ouais. regardé ? Est-ce que ça t'a intéressé ? Oui, bien sûr. Très bien. T'imagines Non, moi, pas du moi, tout. mon délire c'est Moi le je regarde tennis. pas le rugby par contre, donc je sais pas ce que je fous là, mais Moi, je suis biathlon sur l'équipe, donc. Ça c'est Polo, ça qui est biathlon. Regardons les résultats de la première journée de ce tournoi des 6 nations avec, si vous ne l'avez pas vu, du coup un carton de la France du coup en Italie à Rome, 50-10 pour démarrer, c'est plutôt pas mal. La victoire surprise ou non, hein, parce que certains l'avaient annoncé, de l'Écosse en Angleterre et la victoire du Pays de Galles en Irlande. On va regarder un peu plus précisément le classement. Contre l'Irlande, hein, mais chez eux. Hein. J'ai dit quoi ? En Irlande. Ah oui. Bravo. Les Gallois ont gagné chez eux, mais contre l'Irlande. Exactement. Donc ça fait que bien sûr. grâce au bonus pris par les Français, nous sommes premiers de ce tournoi de destination. Ça fait toujours plaisir à voir. Et donc les Italiens sont bons derniers. Stop Les the count. Exactement. Bon, non, on va aller au bout. Regardons plus précisément ce que ça donne du coup du côté d'Italie-France, qui a eu donc, on a marqué exactement 7 essais. Dylan Cretin, Gaël Ficou, Arthur Vincent, Brice Dulin, Antoine Dupont et un doublé de Teddy Thomas. Ça fait donc 50 points marqués par les Bleus. Emeric, je commence par toi. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre ? À chaud, j'ai trouvé ça très frustrant comme match parce que les Italiens avaient le ballon pendant 70% du temps. Mais à froid, je trouve qu'en fait, on a été d'un pragmatisme incroyable, qu'on a fait le match tactiquement parfait. Est-ce que pour le spectateur, c'est agréable ? J'ai pas l'impression. Mais c'est pas grave parce qu'il faut je crois que ça fait 7 ans qu'on n'en a pas passé 50 aux Italiens. Donc il faut le faire, ce genre de match. Avant, on le gagnait 24-36, tu vois. Donc là, on est chirurgicaux et c'était à froid, je te dis, c'est une très très belle victoire. Encore plus quand tu vois les deux autres matchs. Très belle victoire pour toi, Revendi. Oui, très belle victoire aussi. Je vais pas redire ce qu'a dit Emeric. En revanche, j'étais un petit peu déçu de notre banc qui devait amener un petit peu quelque chose de plus, on va dire, pour vraiment nous amener à encore plus de points, on va dire, continuer aussi, parce qu'il y a toujours des cartes à jouer en étant remplaçant, bien sûr. Et j'ai trouvé que là, en mêlée, c'était vraiment pas incroyable. Et j'ai pas été convaincu par les finisseurs, comme ils les appellent maintenant. Ils sont plus remplaçants, ils sont finisseurs désormais. Thomas, même question du coup. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre ? c'est difficile de faire la fine bouche quand une équipe gagne 50-10 à l'extérieur, qui plus est sur une première journée. Après, je vais quand même faire la fine bouche. L'équipe d'Italie était malheureusement très très faible. Sauf que l'équipe de France s'est quand même fait percer pas mal de reprises en première mi-temps. L'indiscipline difficile aussi en début de match. Je crois qu'il y a 6 pénalités en 20 minutes. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, est-ce qu'il faut vraiment trouver ça génial d'avoir gagné 50-10 en Italie ? Je suis pas très sûr, et surtout qu'il y a un gros match la semaine prochaine, et est-ce que c'était la meilleure façon de le préparer ? Je sais pas sûr. Je pense que vaut mieux en passer 50 aux Italiens
qu'en prendre Que perdre 20, en Italie, c'est vrai. déjà que perdre ou que faire les résultats qu'on a vus, que ce soit pour l'Irlande ou que ce soit pour les Anglais. Est-ce qu'il y a des hommes qui particulièrement vous ont impressionné du coup, parce que collectivement c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à retenir, mais on a marqué sur beaucoup de turnover. On marque sur turnover, mais on marque aussi sur première main. On marque 3 essais sur première main sur les 7, donc au final, il y en a un qui est magnifique à chaque fois. J'ai l'impression que sur première main, on va chercher Teddy Thomas pour casser la ligne. Il la casse plusieurs fois. Je crois qu'il élimine 7 défenseurs à un moment donné. Ça a été. Moi, si tu me sors un joueur. Pourquoi je vais sortir Teddy Thomas ? Parce qu'il a pris une rasade avant le match. On sait qu'il n'est pas prolongé avec le Racing. Mentalement, il a été très solide. On sait qu'il est attendu par Galtier. Et je trouve que Teddy Thomas a rendu une copie parfaite. Non mais Oui, tu vois ce que la pression qu'il a. Bon, c'est moi qui le dis, on sait que je le défends, etc. Donc on fait un peu le fanboy, mais au-delà de ça, si on enlève ça, si on dit qu'on n'a pas vu les émissions d'avant, honnêtement, ce gars-là était dans le viseur. Le Middle fait des articles dessus, l'équipe peut-être aussi. Vous avez aussi peut-être ciblé aussi ce joueur. Disons que c'est un joueur qui fait parler, et il a répondu présent. Et mine de rien, c'est assez fort parce qu'il faut être fort mentalement. Et d'ailleurs, selon des sources proche du dossier, les gars, petite info bureau ovale, c'est que Teddy Thomas, vous savez, avait des contacts proches avec le Stade Toulousain, et il s'est de nouveau proposé au Stade Toulousain après une première salve de négociations qui était un peu compliquée. Il s'est de nouveau proposé au Stade Toulousain parce que notamment Romain Ntamak l'aime beaucoup et il y a le petit tweet de Romain Ntamak. Exactement, et il veut l'amener au Stade Toulousain, notamment. Ils essaient de faire marcher un peu leur amitié, et il propose notamment Teddy Thomas de baisser drastiquement son salaire pour pouvoir rejoindre le Stade Toulousain et notamment remplacer un Yohan Uger. Mais c'est vrai que Teddy Thomas, Rivendi, a répondu sur ce match en étant très présent et en ayant un impact sur le score. Ah, c'est clair, hein, pour le coup, il a fait ce qu'on lui demandait, ce qu'on lui fait. Il nous a fait quelques plaquages kangourous, encore une fois, comme on les appelle, bien sûr, en tout temps. Et voilà. Les toucher demain. Mais non, pour le coup, il a été bon. J'ai bien aimé. Au rang des joueurs que j'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé devant. Un petit peu déçu par Olivon, saison compliquée à Toulon. Là, ça s'est senti aussi hier. Aldrit, pas incroyable. Par contre, Cretin, j'ai été plutôt content de son rendement sur le terrain. Et Brice Dulin aussi que j'ai trouvé très bon sur les ballons qu'il a eu à exploiter. Je crois que c'est un des essais en première mi-temps. Il suit le ballon et il arrive à le récupérer et à mettre les Bleus dans l'avancée. Donc non, je suis aussi content de Dulin parce que voilà, c'était l'une des interrogations aussi finalement, des espoirs qui étaient arrivés pendant l'Autumn Nations Cup et espoirs qui ont été, je trouve, confirmés hier parce qu'on sait qu'au poste de 15, il y a du monde. Teddy Thomas, Dylan Cretin. Tu as dit Brice Dulin, est-ce que tu en as retenu un autre ? Déjà, je remercie mon camarade de parler de Dylan Cretin, le haut-savoyard Dylan Cretin. Je sais que je suis très souvent chambré parce que j'aime mettre à l'honneur les joueurs qui viennent de Haute-Savoie. Donc, toute la Haute-Savoie est devant Bureau Oval, bien évidemment, ce matin. Donc, oui, très grosse performance de Dylan Cretin. On sait que c'est Anthony Gelonche ou Cameron Wauquiez qui étaient aussi sur les rangs pour jouer. Sauf que Fabien Galtier apprécie beaucoup Dylan Cretin. Il a un profil aérien, capitaine de touche. Et là, il a fait un très bon match. En plus, il marque un essai. J'ai beaucoup aimé Arthur Vincent aussi. On avait beaucoup parlé de l'absence de Virimi Vakatawa, qui est un joueur extraordinaire, bien sûr. Sauf que là, Arthur Vincent, on voit qu'il est aussi dans un registre complètement différent, bien entendu, capable de faire un grand match. Je crois qu'il a 14 ou 15 plaquages. Il a 1 ou 2 percées. Non, c'est un joueur qui apporte une fraîcheur. En plus, on sait il évolue dans un contexte aujourd'hui qui est un peu délicat. À Montpellier, ça va pas bien du tout. D'ailleurs, Montpellier gagne au moment où il part. Je sais pas comment il va le prendre, mais mais Arthur Vincent, c'est vraiment une très très belle trouvaille de ces derniers mois en équipe de France. Et qu'il soit moins dans le franchissement, on va dire peut-être qu'un Virimi Vakatawa, c'est pas si dérangeant que ça parce qu'on a vu que Jalibert lui était capable de le faire justement. Donc en vrai ça se compense à un moment donné. Donc en vrai je trouve que ça marchait plutôt bien et je suis assez d'accord. J'ai trouvé aussi Arthur Vincent une des bonnes satisfactions car point d'interrogation avant ce match. Et c'est ouf parce que Arthur Vincent, pour s'arrêter un peu plus sur lui, Aymeric, c'est un joueur qui est quand même très très jeune. Il a 21 ans. Ouais. Il est là pour remplacer un Virimi Vakatawa qui est un des meilleurs centres du monde. Il vient pas de découvrir. Tu vois, il était là, dans le système Galtier, c'est le numéro 3. Enfin, si on prend les deux centres, si on prend vraiment Fickou, Vakatawa, à chaque fois, c'est lui qui vient remplacer, tu vois. Ah, mais disons qu'il a une pression assez importante sur les épaules de remplacer Virimi Vakatawa. Oui, mais je pense qu'il a 21 ans. Il est double champion du monde avec les U20. Il a été aussi, il est co-capitaine à Montpellier.
Tu vois, il a déjà eu des responsabilités très très jeunes. Il est ancien capitaine à Montpellier désormais. Ah ouais. Et il s'est fait démettre du capitanat par Philippe Ah, mais- Saint-André, mais je suis Bravo. oui, il a l'habitude de prendre des responsabilités. Ce que je veux dire, c'est qu'on lui a confié des responsabilités très jeunes et il les assume. Donc je pense que même en équipe de France, même si c'est une pression supplémentaire et que c'est le très très haut niveau, ça reste un gars qui a porté le capitanat. C'est lui qui est le capitaine de l'équipe de France championne du monde U20. Tu vois ce que je veux dire, ça a du sens quand même. Ah, c'est clair. Et un dernier mot, les gars, pour parler des performances individuelles sur notre ouvreur, Mathieu Jalibert. Thomas, est-ce que tu l'as vu? Il y en a beaucoup qui ont dit en fait, Dupont a joué 9 et 10 pendant ce match. Mathieu Jalibert a été un peu moins vu, mais il fait quand même une percée. Il a assez peu de déchets. Qu'est-ce que tu en as pensé de son jeu au pied et globalement de son Déjà, face organisation? au perche aussi, il a été très efficace. Enfin, effectivement, quand il y a 50 à 10, c'est peut-être pas très important de faire un 100% face au perche. Sauf que la semaine prochaine, en Irlande ou les matchs suivants, si le buteur est d'aussi grande qualité, ça peut faire la différence. Et non, dans l'animation, je l'ai trouvé très bon. On sait que le projet de jeu en équipe de France lui demande un peu plus d'attentisme par rapport à Bordeaux-Bègles, doit mettre beaucoup plus de coups de pied. Et on a l'impression qu'il le fait de mieux en mieux. Il a pris la mesure de ce rôle-là. Évidemment, Romain Ntamak, numéro 1, d'accord. Mathieu Jalibert a aussi les épaules pour assumer ce rôle de numéro 10 avec les Bleus. Et il sera encore un match en théorie parce qu'il devrait revenir contre l'Angleterre. Romain Ntamak. Un mot sur l'Italie, les gars. Tout simplement stop ou encore Rivenzi? C'est dur, hein, l'Italie là. Franchement, ça fait depuis 2000 qu'ils sont dans le tournoi, donc ça fait 21 ans maintenant. C'est un peu compliqué, quoi. Là, c'est-à-dire que là, je les vois pas faire une fin de tournoi mieux que ça. Il y a des absents, certes, qui les handicapent un petit peu, mais là, c'est-à-dire qu'il y a une première mi-temps qui est correcte, vraiment contre l'équipe de France. Mais là, la deuxième mi-temps, c'était open bar, quoi. C'était tellement difficile pour eux, ça faisait de la peine à voir. Ils sont vraiment, vraiment en dessous. Je pense qu'il faut savoir dire stop à un moment donné. Moi, j'ai fait petite chronique en disant faut qu'il s'en aille. Mais je trouve que sur cette première journée, ils ont la charnière la plus efficace. À savoir Varney-Garbidi, qui était complètement, qui était magnifique, qui prenait, ils sont allés manger le moindre petit espace de la défense française. Et je trouve qu'ils ont mis le doigt sur un vrai souci. On a mis beaucoup de temps à corriger notre défense à l'intérieur au pré. Et je me suis dit, oula. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est que je me suis dit, les Irlandais, ils vont le voir le match, tu vois. Ouais. Donc ils vont se dire, il y a peut-être un truc à faire à cet endroit-là. Et ils nous ont fracturé, je sais pas, une dizaine de fois. Et je trouve que ça a été la charnière la plus joueuse, la plus intelligente. Même au-delà de notre charnière à nous, j'ai trouvé un Jalibert un peu, je sais pas comment dire, presque à contresens, tu vois, par rapport à son style naturel. Très propre, hein, voilà, on lui demande d'être gestionnaire, vas-y, il a géré. Mais non, l'Italie, le problème, c'est qu'il y a eu deux très bons joueurs. Il a tenté de mettre un Brex, bien évidemment, un nouveau joueur au centre, qui est un mec du 7. Bon, il est tombé sur Ficou Vincent, quoi, mon pote, c'est pas le même niveau. Et tu vois qu'il y a énormément de vide, tu vois que devant c'est très faible. Et donc, au bout d'un moment, à la 60e, le capot il est ouvert et ça joue à toucher, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Ouais, ça devient compliqué. On n'a pas parlé d'un joueur qui s'appelle Antoine Dupont dans ce débrief-là, mais sachez qu'on vous prépare un débat tout de suite pour savoir si, oui ou non, Antoine Dupont est-il l'un des meilleurs joueurs du monde ou même le meilleur joueur du monde. C'est parti. Christian Dominici a pris le ballon, c'est français, de Christian Dominici, c'est un génie. Antoine Dupont, statistiquement parlant, contre les Italiens, ça donne 4 passes décisives et un essai. On voit le temps de jeu, hein, parce qu'il est sorti même assez tôt, il est resté une heure sur le terrain, 74 mètres gagnés. Ce qui nous fait aujourd'hui poser la question, l'impact sur les matchs qu'il a est quand même impressionnant. Les plus grands observateurs du rugby mondial le disent que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde, le meilleur demi-de-mêlée du monde. Il commence à devenir impressionnant, ce joueur-là. Donc on se pose la question de manière assez cash. On sait que peut-être certains vont nous dire ouais, c'est trop tôt, ceci, cela. On va en parler tous ensemble et tout simplement même pour fêter le fait d'avoir un joueur aussi incroyable qu'est Antoine Dupont. Donc on se pose la question, Antoine Dupont est-il aujourd'hui le meilleur joueur du monde actuellement? Aymeric. Tu veux qu'on fasse une réponse développée ou on fait juste un oui-non? On fait un tour de table avec un oui-non. Tu as une petite minute pour nous dire ta vision des choses, pour poser le débat. Ok, moi je tiens juste à dire que on fait un sport, en préambule, on fait un sport où
c'est très compliqué de sortir un meilleur joueur du monde, tu vois. Parce qu'il y a des styles différents, il y a surtout des rôles et des postes différents. Tu vois, comparer Halloween Jones, Maro Itoje à Antoine Dupont, c'est compliqué. Et pourtant, je viens de citer 3 monstres du rugby. Voilà, juste ça, c'est en préambule, c'est difficile. Maintenant, on peut savoir si c'est un joueur exceptionnel. Oui, est-ce que c'est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement ? Non. D'accord, bon, au moins c'est clair. Rivenzi. Évidemment, comme tu dis, c'est compliqué, mais à un moment donné, il faut se mouiller aussi un petit peu. Ce qu'il fait à son âge, avec le peu d'expérience encore quand même, parce que ça fait qu'1 an finalement qu'il est vraiment numéro 9 titulaire de cette équipe de France, nous fait dire que, voilà, pour moi, il postule à être meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, parce que la continuité qu'il amène dans le jeu, comment est-ce qu'il arrive à sortir rapidement les ballons, à faire varier le rythme du jeu offensif de l'équipe de France, comment est-ce qu'il arrive à prendre le jeu à son compte aussi et à faire de cette équipe de France une équipe finalement assez imprévisible. On l'a vu encore, c'est quelqu'un qui arrive à jouer dans l'alternance avec des jeux, à jouer au pied, qui arrive à jouer le franchissement aussi, qui arrive à temporiser quand il faut, à accélérer sur les sorties de ruck. Moi, je trouve que c'est actuellement un joueur qui, en plus, adore son sport. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde des vidéos des anciens matchs. C'est aussi un joueur qui regarde des matchs et qui observe des joueurs qui ne sont pas à son poste pour comprendre vraiment toute l'entièreté du jeu et comprendre le rythme. Il arrive à s'intercaler dans les lignes. Pour moi, il a une intelligence, c'est fou. Et on se dit qu'il est, à son âge, justement, c'est impressionnant, quoi. Donc oui, pour moi, il l'est. Il l'est, d'accord, ok. Thomas. Écoute, je suis un peu embêté, j'avais préparé un petit discours, Emeric l'a lu à ma place. Moi, j'ai pris tes feuilles. Effectivement, meilleur joueur du monde, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose dans le rugby. Les postes sont beaucoup trop différents pour être comparés. Encore une fois, un deuxième ligne avec un demi de mêlée, un pilier gauche avec un demi d'ouverture. C'est tellement différent que c'est pas possible de classer les joueurs comme ça. Maintenant, oui, on a devant nous un joueur qui est incroyable, qui est... Ce qui est fabuleux, c'est qu'il étonne à chaque sortie. Enfin, à chaque fois, on se dit, bon, Antoine Dupont, c'est merveilleux, on a tout vu. Ben non, 4 passes décisives, il est encore partout. C'est lui qui prend le petit jeu au pied sur c'est le deuxième essai, les 7 ficous. Les 7 ficous, sur les 7 ficous. Donc oui, non, il a 24 ans, il a une fraîcheur, il a un instinct qui c'est génial à voir. Derrière là aussi. Ouais. Oh là Après, là là. de là à dire que c'est le meilleur joueur du monde, je pense que la question, elle peut pas se poser Elle comme peut ça. pas se poser Et c'est pas contre lui, quoi. Non, mais je comprends. Mais alors pourquoi, dans un sport comme le foot, par exemple, où on a des gardiens, on a des latéraux qui ne sont pas comparables au Messi, au Ronaldo, pourquoi est-ce qu'on peut beaucoup plus tirer un meilleur joueur du monde que dans le rugby, au final ? Parce que déjà, les postes sont moins nombreux. Si tu résumes grossièrement, en foot, tu as un défenseur, un milieu et un attaquant. Je le fais très grossièrement. En rugby, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Même au sein d'une ligne de 3/4, c'est pas les avants et les 3/4. Le 9, c'est pas pareil que le 10. Un centre, un ailier, un arrière. Donc c'est différent. Et il y a peut-être une notion aussi de statistique. En foot, c'est très facile de voir un joueur qui a marqué tant de buts et tant de passes décisives. Qu'en rugby, un rôle peut induire beaucoup de choses. Et c'est pas forcément le mec qui va aplatir ou le mec qui a passé une pénalité. Mais c'est intéressant, tu vois, de le faire médiatiquement, justement. Peut-être que c'est aussi là-dessus où le rugby a du retard, tu vois. On a plus tendance à élire l'équipe de la décennie, etc. On a moins de Hall of Fame un peu à l'américaine, ou même ce que fait le foot avec du ballon d'or, etc. Où on y vient, mais on met un peu plus de temps à sortir le meilleur joueur parce que quand on arrive petit à l'école de rugby, l'une des valeurs de l'Ovalie, c'est quand même de dire que sans l'équipe, t'es rien. Tout seul, tu vas pas gagner un match. Au football, j'ai le sentiment que tu peux gagner un match tout seul. Mais justement, je caricature, bien évidemment, on va me chier dessus, et bien évidemment, comprenez que je caricature un peu. Mais au rugby, vraiment, on te dit que t'es rien sans les autres. C'est ça, pour moi, le sport, et l'une des beautés du message de ce sport, c'est ça. Donc, pour nous, c'est presque difficile de sortir Par contre, qui a le plus gros QI rugby, qui est le meilleur plaqueur, le meilleur défenseur, on pourrait sortir ça, le meilleur avant, le meilleur au poste. C'est pour ça que les équipes de la décennie, ça a du sens, tu vois. Parce que élire un joueur meilleur au poste, mais du coup, moi je me dis, est-ce que c'est le meilleur 9 du monde ? Mais moi je suis emmerdé avec Antoine Dupont, parce que pour moi, il a l'agressivité d'un avant, et il a l'âme d'un 10. Donc, on l'a mis 9. Mais je sais même pas si c'est un 9, tu vois. De formation, il est 10. Et je le vois, quand je le vois jouer 9, je vois pas un 9. Là où il doit progresser, c'est notamment dans ses gestions de match. Toulouse a mieux géré les matchs avec Bézi, qui est un pur 9 de formation, qu'avec Antoine Dupont. Parce qu'Antoine Dupont, c'est un facteur X. C'est quelqu'un qui brille par la transformation d'un ballon de merde, parfois même sur ses propres erreurs, en un ballon magique, merveilleux ballon d'essai. Donc ce jour-là est exceptionnel. Maintenant, au poste,
même de 9, il a énormément de progression à faire. Gestion de match, jeu au pied. Il a de la progression à faire. Rivenzi, je te vois. Bah, jeu au pied, il a montré quand même qu'il savait le faire aussi. Par rapport à ce week-end, Faf quoi, de tu vois. Klerk, il est derrière par rapport tu vois, par rapport à certains joueurs, si tu prends vraiment l'élite, que ce soit Smith ou de Klerk, bah, je suis désolé, il a encore une progression à faire. Mais c'est normal, il a 24 Oui, ans. bien sûr. Après, il peut pas être excellent. Enfin, il peut pas être le meilleur partout dans tous les compartiments du jeu, Ouais. évidemment. Mais je trouve que quand même, ce facteur X, il est quand même tellement important aujourd'hui sur les ballons de turnover, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et c'est ce qui nous rend aussi fort finalement d'avoir ce personnage, ce joueur-là en neuf en France aujourd'hui. C'est cette capacité de turnover et d'utiliser ces ballons-là. Alors que si on avait un neuf plus peut-être dans la gestion, peut-être qu'on serait un petit peu moins, on va dire, impactant offensivement, etc. Parce qu'on se cherche encore un petit peu des fois avec l'équipe de France, quoi. On a fait un tableau regroupant Ben les meilleurs numéros 9 du monde pour partir de la base et après peut-être qu'on J'espère que vous avez pas élargira. dit Ben Youngs. Hein. De quoi? Non, qu'il y a pas si, on a mis le prétendant de Ben Youngs. Il est beau, il est beau. Ouais, Eh, parce ça, qu'on bravo. s'entraîne sous la neige, les gars. Ah ouais, c'était la reprise là, quand il a neigé et tout. C'était le Mais week-end ouais. pas dernier, celui d'avant. Il est beau votre. Tu joues à Bourg? Je sais pas, vous avez mis quoi comme logo? Bah, c'est Saint-Quentin, non? Saint-Quentin. Saint-Quentin, ouais. Oh, vous me dégoûtez, URC 78, mon club. Hein. Je valide C'est moi qui absolument dis que pas tu ce fagnon. Ben, ouais, je me disais aussi, je t'ai jamais vu avec du violet. Mais enfin, voilà pour la blague. Donc, Thomas, on l'a comparé, Antoine Dupont, à Faf de Klerk et à Aaron Smith. Est-ce que pour toi, Antoine Dupont, dans son rôle de neuf, est supérieur à ces deux hommes-là? Et à Aymeric Milan aussi. À Aymeric, je suis pas sûr. Merci. Pour les deux autres, c'est compliqué encore une fois, ils n'ont pas tout à fait le même style de jeu. On parlait du jeu au pied, oui, moi je suis assez d'accord là-dessus qu'Antoine Dupont doit encore progresser là-dessus. Et d'ailleurs, la petite limite qui pourrait atteindre ces prochaines années, c'est qu'à Toulouse, le jeu au pied, mine de rien, on lui demande de pas trop l'utiliser parce que ça joue beaucoup. Sauf qu'au niveau international, il en faut du jeu au pied. Et donc l'exemple de Faf de Klerk est génial là-dessus. C'est un joueur qui va taper derrière les rucks et les mêlées. Antoine Dupont le fait un peu moins. Et je pense que l'équipe de France, à un moment, va avoir besoin de ça. Donc il faudra qu'il bosse ce secteur-là, quoi. Mais si tu dois prendre un des trois, tu prends le qui? Aaron Smith, parce c'est quoi? C'est 90 sélections avec les Blacks. On a un tableau comparatif de Aaron Smith, c'est 92 sélections 92. exactement. avec Désolé les pour les deux sélections que j'ai oubliées. On n'était pas bons, Il y a une expérience qui est quand même bien plus importante chez lui dans la gestion des matchs. Alors après, oui, on va me dire, les Blacks, c'est facile d'être demi-mêlée des Blacks si ça avance tout le temps. Il y a des joueurs extraordinaires. Peut-être que Antoine Dupont joue avec des partenaires qui sont pas au niveau, enfin individuellement c'est pas les Blacks. Donc est-ce qu'il a plus de mérite Est-ce qu'il a plus de mérite je sais pas. Je suis bien embêté pour choisir un demi-mêlée entre Antoine Dupont et Aaron Smith. Ouais. Puis on a hâte de voir les oppositions directes. Enfin, on va attendre novembre. Normalement, on a une réception des Blacks en novembre, si tout se passe bien. Donc en vrai, c'est aussi ça qui va être office de paix pour savoir si on arrive encore à se hisser au niveau des équipes de l'hémisphère sud, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il lui faut, Antoine Dupont, pour être le meilleur joueur du monde? Bah moi je dirais du Un temps. titre. Il lui faut du temps. Ah ouais, un titre. Il lui faut, aussi, hein. il lui faut des titres internationaux, que ce soit des Coupes d'Europe, que ce soit des 6 nations, ou que ce soit bien évidemment des Coupes du Monde, on espère tous. Mais il lui faut du temps, il a 24 ans, tu vois. Oui. On le compare à Aaron Smith, 92 sélections, donc, mais 32 ans. Donc bien évidemment, il a 8 ans d'avance le mec, donc c'est normal, c'est normal. Il lui faut juste du temps. C'est une pépite, c'est un diamant brut. Et même lui il le dit, comme tu l'as dit Rive, c'est un fou de ce sport. Il analyse énormément, c'est pour ça qu'il a énormément de QI rugby. Et il sait qu'il a une grande marge de progression. Donc je pense qu'il lui faut du temps, mais c'est pas honteux de le mettre à côté de ces deux autres gars. Trois autres gars. S'il te plaît. Ah oui, ils ont changé le logo, regarde. Et pour, Yes, ouais, merci les frères. alors fais voir ton logo. Ouais, je préférais Ouais. l'ancien Je quand préférais même. l'ancien aussi. Ouais. Ouais, Mais bon, on verra. mais l'ancien en fait c'est Saint-Quentin dans l'Aisne, hein. Ça n'a rien à voir avec Saint-Quentin en Ouais, Yvelines, donc d'accord, c'est pas grave. C'est juste une autre ville les frères, hein, mais Pas grave. On a quand même des grands observateurs du rugby comme Warren Gatland qui, eux, n'hésitent clairement pas à dire. C'est ce qu'il avait déclaré juste avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2019. Donc il faut peut-être prendre aussi le contexte de vouloir mettre la pression sur un joueur adverse. Mais lui, il l'avait clairement dit, et c'est pas un homme qui va dire ce qu'il ne pense pas sans doute. Dans son style, Antoine Dupont est probablement le meilleur joueur du monde. Alors pourquoi, Rivenzi, on a Warren Gatland qui n'hésite pas
à clairement dire voilà, que c'est le meilleur joueur du monde. Déjà, c'est marqué probablement. Ouais, probablement. Ouais. Et pas la même phrase que ce qu'on vient de dire. On devrait truquer que les citations pour ça. C'est la traduction peut-être du gallois français. Je pense qu'il y a aussi l'histoire de. Je pense que c'est l'âge aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2019, c'est qu'il le dit en 2019. En fait, il voyait le personnage arriver aussi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que là, il se fait ses armes. Enfin, quand tu vois sur les premiers matchs face à l'Angleterre, les ballons de récupération que fait Antoine Dupont, c'est impressionnant. Et en fait, du coup, c'est un peu une bombe qui arrive à ce moment-là. Les Aaron Smith, les Faf de Clerc, tu les connais déjà. Tu sais qu'ils jouent déjà dans des grosses équipes, qu'ils ont gagné des titres. Donc, t'es plus impressionné. Et là aussi, c'est l'étonnement de voir la précocité de cette génération. Et je mets Dupont, mais il y a aussi Ntamak à côté. Et il y a toute la génération U20 qui t'as l'impression qu'ils arrivent dans des matchs à enjeu. La pression, elle glisse sur eux. Tu vois, il y a aussi ça qui est impressionnant pour cette génération, c'est la capacité à gérer les matchs à enjeu. Et c'est ça aussi qui fait les grands joueurs. Et souvent, on dit que c'est l'expérience qui permet de gérer ces matchs à enjeu. Eux, déjà dès le plus jeune âge, avec Antoine Dupont, arrivent à tenir la pression. Et c'est ça qui le rend intéressant. Aussi pour Warren Gatland, parce que les Britanniques, ils mettent beaucoup aussi l'accent sur ces matchs importants, sur l'intensité. Et lui, il arrive à faire ça. Et c'était très différent de la France qu'on critiquait parce que justement, c'est des joueurs qui manquaient de souffle, qui manquaient de capacité à tenir, on va dire, les enjeux et aussi dans toute la durée d'un match. Et Antoine Dupont arrive à le faire. Je vais continuer à vous titiller sur cette question, Aymeric. Titille-nous. Est-ce que Antoine Dupont, aujourd'hui, n'est pas le meilleur joueur du monde parce que c'est le joueur qui a le plus d'impact sur le score, notamment? Ah, ok. Ouais, il y a un effet talent d'or là-dedans, tu vois. Il marque les points, donc il est au-dessus. Mais au-delà de ça, il est quand même très très fort individuellement. C'est le game changer, c'est le facteur X pour utiliser tous ces anglicismes qu'on utilise maintenant, mais Guillaume va être fier de toi. qui ont du sens, tu vois. Il est très bon. En fait, moi je suis emmerdé. Ce joueur-là est exceptionnel. Maintenant, quand on demande à un numéro 9 de gérer un match, moi je vois des lacunes, tu vois, dans Antoine Dupont. Il manque de vice un peu, quoi. C'est ça que tu veux dire, un truc comme ça? Ouais, alors au-delà du vice, je trouve qu'il manque de la gestion de rythme. Il manque des fois dans sa manière d'orienter le jeu. J'ai trouvé très clairement, on va prendre l'exemple et la comparaison à Toulouse, où clairement Bézi est un meilleur gestionnaire dans les temps forts, dans les temps faibles, quelle zone du terrain, etc. Maintenant, ce gars-là est capable en portée de balle, c'est-à-dire que balle en main, il est indétrônable. C'est ça le problème, c'est que balle en main, ce gars-là, il est brillant. Il a de la vivacité, il a du punch, il a de la puissance. Donc, il a quand même il a du QI rugby. Offensivement, on ne trouve pas un 9 meilleur que lui, je pense. Mais est-ce que même un 9, mais hormis quel autre joueur en fait a cette capacité d'être aussi incroyable, balle en main en fait. Chelsea Colby. C'est tout. Ouais. En fait, il y en a deux. Est-ce qu'il y en a d'autres pour vous, Evendi? Ntamak, on peut presque le mettre là-dedans aussi, tu vois. Ntamak, balle en main, il a une capacité d'élimination qui est très impressionnante. Mais pas la même du tout que Dupont et Colby, quand même. Justement, tu parlais de la gestion des matchs. Ntamak est beaucoup plus là-dedans, quoi, dans la froideur, dans le calme, capable de tout d'un coup de mettre un grand coup de pied, de faire le petit par-dessus qu'il faut juste pour calmer tout le monde. Et ouais, Antoine Dupont, c'est plus un Cheslin. À la limite, Mathieu Jalibert est plus proche d'Antoine Dupont dans sa capacité à tout d'un coup, sur un ballon, faire 2 crochets, 3 crochets, une prise d'intervalle, un raffut, éliminer des joueurs. À la limite, il se rapprocherait plus de lui, quoi. 8 essais déjà en sélection en 28 voilà, c'est incroyable. Est-ce que à l'équipe parce que tu discutes, j'imagine des collègues qui sont, toi ça fait quelques années que tu es là-bas, mais des mecs qui sont là depuis très longtemps, est-ce qu'ils ont souvenir de voir de voir un joueur arriver à un poste aussi important, vraiment crever l'écran comme ça à ce point-là, quoi? Pas aussi rapidement, quoi. Et je parle de France, mais vraiment au-delà, vraiment je parle international, quoi. Antoine Dupont, déjà, même quand il est à Castres, qu'il n'a pas encore trop joué à Castres, tout le monde dit c'est là où il explose. C'est un phénomène. Et non, sa précocité, elle est monstrueuse. Oui, c'est ça aussi, je crois. Alors, je ne sais plus la teneur de la blessure, mais il se blesse gravement aussi, je crois, Antoine Dupont. Je ne sais pas si tu peux vérifier ou quoi, mais je me rappelle plus. Mais alors, je crois d'ailleurs, grosse blessure. Canal Plus avait suivi toute sa rééducation, je crois que c'était au moins 7-8 mois. Non, mais le joueur est dingue, quoi. Ce qu'il fait à son âge, et puis il le fait chaque sortie. Enfin, il y a aussi ça. Il y a des joueurs. Tu parlais tout à l'heure de Teddy Thomas. Il est capable de changer le cours d'un match d'un coup, mais c'est pas toutes les semaines quelque part. Antoine Dupont, en ce moment,
enfin depuis la Coupe du Monde, même avant avec Toulouse, depuis le titre on va dire, chaque week-end c'est un essai ou une passe décisive ou 40 mètres d'avancée, c'est ça qui est assez fou. Ah bah, si tu fais une compilation de highlights de Dupont, ouais, tu prends YouTube en fait. Tu prends de la place sur les serveurs. Hein. Oui, c'était et donc oui effectivement tu vois juste il s'était blessé pendant 8 mois, 8 mois, ouais. il était revenu en 2018. Mais ça forge le mental. Hein. Mais dis-toi qu'un mec, ouais donc c'était quoi pardon la blessure? C'était le genou, il s'était fait le genou pendant. Le genou dans la boîte à gants, on sait qu'au rugby ça arrive souvent et il faut revenir fort et ce gars-là, c'est impressionnant quand même parce qu'il est tout le temps en progression. Tu dis aïe, tu sais souvent les jeunes joueurs, les jeunes pépites comme ça, tu vois le potentiel. Est-ce que ces mecs-là vont atteindre le potentiel avec la rigueur du haut niveau, etc. Bah t'as toujours un facteur chance. Tu te blesses au moment où tu dois exploser. C'est terrible, tu vois. Il y a eu beaucoup de carrières et beaucoup de joueurs qui malheureusement n'ont pas atteint ce potentiel à cause de blessures. Et lui, il va au-delà des espérances. On a rassemblé un bloc de noms des meilleurs joueurs du monde notamment. Et vous allez nous dire, vous, dans les commentaires notamment, j'attends vos classements. Si demain, vous deviez élire le meilleur joueur du monde, parce qu'il y a quand même une élection de meilleur joueur du monde, et quand c'est Fabien Galtier qui est élu meilleur joueur du monde ou Thierry Dussautoir, ce classement, quand même, on l'aime bien, j'ai l'impression, et il existe, on lui donne de la légitimité. Selon vous, en ce moment, Rivendi, est-ce que oui, vraiment, tu mets Antoine Dupont devant ces joueurs-là, s'il y a une élection, est-ce que tu penses qu'il va être élu ? Je vois pas Sergio Parissé dans les... En fait, en prenant le contexte aussi actuel, etc., le Tri-Nation a été un peu compliqué pour la Nouvelle-Zélande aussi. Je trouvais Barrett n'était pas incroyable au Tri-Nation. C'est marrant de le mettre demi d'ouverture, Barrett, d'ailleurs. Mais ouais. Mais oui, en vrai... il revient demi d'ouverture, on est dans l'air du temps. C'est vrai qu'il y aurait peut-être eu débat avec Chelsea Colby, mais c'est vrai qu'on les a pas vus, on n'a pas vu malheureusement jouer l'Afrique du Sud depuis un bon moment maintenant. Les Fidji, c'est un petit peu pareil. Écoute, ouais. En vrai, aujourd'hui, en février 2021, je mets Dupont devant ces gars-là, ouais. Thomas ? Ouais, Antoine Dupont. J'ai quand même aussi un petit fait pour Semi Radradra. Ouais. Pareil qu'un joueur fabuleux, dès qu'il touche le ballon, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Et là où c'est peut-être encore plus fort qu'Antoine Dupont, bon, certes, ils n'ont pas le même poste, vous allez me dire, mais il est tellement attendu à chaque fois. Je me rappelle, j'ai couvert le challenge européen, la demi-finale contre l'UBB et la finale contre Toulon, où en gros, le plan de défense était de mettre 2-3 mecs à chaque fois sur Radradra, un en haut, un en bas, quelqu'un qui va essayer d'empêcher les offloads. Le mec, il arrive encore à faire quelque chose, à créer des brèches, à partir de rien, quoi. Donc après, voilà, c'est les Fidji, donc c'est peut-être un peu plus compliqué de comparer. Donc ouais, Antoine Dupont ou Radradra pour moi. Aymeric ? Ouais, j'aurais dit aussi Radradra parce qu'on le voit jouer en club. Tu vois, Colissi, typiquement, ça m'emmerde parce qu'on le voit pas jouer. Mais ouais, j'aurais mis Radradra, peut-être la dupe. Sam Simons, qui est quand même monstrueux. La dupe, ça y est, t'es... Ouais, je dis la dupe, moi. Ok. Pour Non, mais ça, c'est la roue libre, quoi. Moi, c'est un collègue, c'est un copain. Moi, perso, voilà, on est comme ça, quoi. On a été comparé à un moment donné, c'est qu'on se sent un petit peu à l'égal d'eux. Non, mais oui, bien évidemment, je suis d'accord que depuis là, en fait, avec ce Covid, c'est très compliqué. Les champions du monde, tu sais pas à quel niveau ils sont. Bon, on peut voir Chelsea Colby, on sait qu'apparemment, ça va. Mais tu vois, après la Coupe du Monde, on est tous en train de dire Chelsea Colby, meilleur joueur du monde. Il s'est passé quoi en 10 mois ? Juste personne n'a joué, tu vois. Donc Chelsea Colby doit faire partie du top 3. Dupont doit être dans le top 5. Semi Radradra fait partie de ce top 5. Et il y a d'autres joueurs qui vont taper à la porte, comme bien évidemment Sam Simons, et je sais que toi tu l'aimes beaucoup. Marouane Itoje doit y être. C'est pas possible de ne pas le mettre dans le top 5. Marouane Itoje et Zebet, tu vois, là, maintenant qu'il est en France, tu vois à quel point il est au-dessus. Il fait des choses en seconde ligne qu'un autre seconde ligne ne fait pas dans le top 14. Donc tu vois à quel point ce joueur-là est au-dessus aussi. Donc très dur, très dur. Très difficile. Très dur. Mais c'est le propre d'un débat que d'être aussi Bien difficile. sûr. Et on vous pose à vous aussi la question, on referme cette parenthèse Antoine Dupont et n'hésitez pas à nous dire si oui ou non Antoine Dupont est-il le meilleur joueur du monde ou est-ce qu'il va falloir encore patienter pour pouvoir affirmer cela. Quant à nous, on passe à la mi-temps et au tour d'Aymeric. C'est parti. On peut parler de mouvement, on peut parler de tout. Si on n'est pas bon dans le combat, on peut pas gagner.
Alors sachez que Emeric a été un homme heureux ce week-end, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, Les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux, eh bien, on a vu que Emeric était plutôt heureux parce que l'Écosse a gagné contre l'Angleterre en Angleterre. Et ça, disons que ça t'a fait plaisir. Liberté bien évidemment. Alors non, je me prends pas pour le Che Guevara des gnocchis, hein. On a tous vu ce gars gueuler liberté. Mais ce week-end, j'avais envie de me peindre la gueule en bleu. Tu vois, mon Joseph, j'avais envie de me laisser pousser les cheveux, d'enlever mon slip, de piquer une robe à carreaux à ma mère et de souffler dans une panse de brebis, tu vois. Samedi, Joseph, à 18h, regarde-moi bien, j'étais sur un cheval à gueuler « Ça c'est pour Waterloo, ça c'est pour Jeanne d'Arc », alors que historiquement, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà, c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Moi, j'ai été biberonné au rugby et donc depuis tout petit à l'école de rugby, t'as quand même 3 règles fondamentales, à savoir 1, la passe c'est en arrière, 2, la bière c'est après le match et 3, les Anglais sont l'ennemi héréditaire de la nation. Alors oui, l'événement du week-end pour moi, c'était pas à Rome. On pouvait s'en douter, mais c'était à Twickenham, la victoire de Duncan MacLeod, du clan des MacLeod, la victoire de Sean Connery, putain tu nous manques, et la victoire bien évidemment de William Wallace, la victoire de l'Écosse, liberté bien sûr, la perfide Albion, son arrogance, son Owen Farrell, son coach immonde, voilà, qui se sont fait botter le cul par les ennemis de nos ennemis, à savoir nos amis, nos frères écossais. Quel bonheur! J'étais euphorique, j'étais heureux, comme un peu la première fois quand tu reçois des nudes, tu vois. D'ailleurs, à ce sujet, merci Rivenzi, mais notre groupe WhatsApp, s'il te plaît, ne sert pas à ça. Alors, J'ai raté ça, je suis dégoûté. ah ouais, bah Remonte un on peu, l'appelle remonte un peu. la guirlande lumineuse de Noël. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et tu sais pourquoi ce qui est le plus beau dans cette victoire, c'est que les Écossais étaient dégueulasses. Ils étaient immondes, ils ont tout fait pour perdre le match, des mauvais choix de jeu, des coups de pied tapés n'importe où, des drops de 50 mètres à 1 minute de la fin, tu sais pas pourquoi, garde le ballon. Mais non, je vais tenter un drop de 50 mètres, y a pas de problème. C'est simple, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas le best-of de l'équipe de France 2010-2019. C'est incroyable. La charnière Price-Russell n'a pas fait un bon choix dans le match. Peut-être un hommage à tous les dirigeants du monde depuis un an. Bim. Mais j'ai compris pourquoi. Les gars, ils voulaient pas gagner. Bah non, quand t'es écossais, par exemple quand t'es Finn Russell, et que ça fait 40 ans que ton pays n'a pas gagné en Angleterre, et qu'enfin t'arrives à les battre, mais t'es dégoûté que ça tombe l'année où tous les bars du monde sont fermés? Non, monde de merde. Parce que comment tu te mets une commotion liquide jusqu'à en oublier le match que tu viens de jouer? L'usage de la parole ou la capacité à retenir la bave qui sort de ta bouche? Eh ben non, tu peux pas. Le lundi matin, l'Écossais, normalement, il est tellement détruit que c'est Jonathan Sexton. Donc, à un moment donné... Oh non. Bon, la semaine dernière, c'est vrai que pour un petit peu revenir sur ce week-end du Six Nations rapidement, la semaine dernière, c'est vrai que j'ai critiqué les Italiens. Je disais que voilà, que je voulais bien qu'ils restent dans le Six Nations, si c'était pour qu'ils élèvent leur niveau, pas pour que toutes les autres nations baissent le leur. Parce que bien évidemment l'Écosse c'était pas bon, l'Angleterre bon bah c'était pas bon, l'Irlande c'était pas bon, le Pays de Galles c'était pas bon. Donc vraiment une belle pauvreté rugbystique ce week-end. On a quand même vu un claquage de Thomas Williams à la 40e, c'est-à-dire que les Gallois s'échauffent, font une mi-temps de rugby et ont le temps de se refroidir. Et dès que le mec refait une accélération à la 40e, il se claque. De dire un petit peu l'intensité du match, Sexton, il a joué 70 minutes, il a pris sa petite commotion annuelle. Il n'a pas dépassé les 7 km/h, c'est-à-dire que je pense que mon grand-père mort depuis 10 ans, il va plus vite. Oh non, Donc, laisse-le à un moment donné, tranquille. j'ai quand même une bonne nouvelle dans le week-end. J'ai trouvé à quoi servait Dailymotion. Oui, vous vous rappelez de Dailymotion? Ouais. Ben, j'ai trouvé. Ça sert à regarder un bon Géorgie Rugby du 6 Nations B. Voilà. Alors, c'est une bonne information pour tous les sadomaso du rugby qui n'ont pas eu assez de toutes ces purges du week-end. Je vous laisse, il faut que je me fasse le replay de Castres-Bayonne. Bravo, mon Emeric. Bravo. C'est vrai que la victoire de l'Écosse, les gars, a été. T'as regardé ce match-là ou pas Ouais, dans Thomas la foulée d'Italie-France, effectivement, on prend toujours un malin plaisir à détester les Anglais, et puis quand ils perdent, bah, on est très content aussi. Ouais, c'est clair. En plus, franchement, tu les as trouvés si mauvais, toi
Bon, avec quelques coups de Lindsay pied quand même, quoi. Puis c'est vrai que Finn Russell n'était pas été incroyable quand même, mais je faisais mes crêpes en même temps que je. En même Quel temps- breton. je te jure, Et quel breton. Là, j'ai reçu mon bilic, donc du coup je faisais les crêpes en même temps que je regardais le match. Et analyse. C'est pas une émission rugby les alors, deux. tu veux Qui a te une faire partie des crêpes cuisine. et tu m'en diras des nouvelles. Non, et je regardais du coup du coin de l'œil et j'ai regardé après le résumé et c'est vrai que j'ai trouvé Finn Russell quand même un petit peu en difficulté, mais par contre c'est vrai que ça a été. Ils auront quand même bien fait la guerre devant, quoi. Donc Non mais voilà, Gray a été monstrueux, les deux Fagerson ils ont été incroyables, bien Oui, évidemment on sait que c'est joué devant et devant c'était ouf. Et tout derrière bien sûr parce que Par contre, après il y avait des Stuart conditions Hogg et est c'était incroyable. vraiment une pluie torrentielle. Ouais, enfin pendant- ça va, ils savent jouer sous la pluie, on parle quand même des Écossais et des Anglais, ils ont pas vu le soleil depuis 10 ans, ça va quoi, tu vois. Tu sors, t'es gentil en plus. Alors, on referme cette parenthèse. Des mots de la deuxième mi-temps et on lance notre deuxième mi-temps et c'est un focus sur Irlande-France. Oui, qu'on parle pas de moi, du tout, je suis désolé, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? On va donc se projeter sur la prochaine journée du tour à destination. On va découvrir ce programme que va nous proposer mon cher Ben avec l'équipe de France qui du coup se déplace en Irlande dimanche à 16h. Notez bien dimanche à 16h. Et la veille, donc samedi, il y aura Angleterre-Italie. Ça risque de faire cher potentiellement avec des Anglais qui seront donc revanchards. Et un Écosse-Galles. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que dans son destination, on a déjà eu 2 surprises, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quant à nous, on va donc faire un focus sur Irlande-France avec un tour de table pour démarrer parce qu'il y a eu un Pays de Galles-Irlande perdu par les Irlandais, Rivenzi. Qu'est-ce que tu en as pensé du match des Irlandais ? J'ai été assez. J'ai trouvé le match effectivement devant, c'était très très dur. Beaucoup de blessés, on va dire de chaque côté. Il y a eu pas mal de casses de part et d'autre. Mais j'ai trouvé le jeu irlandais d'une pauvreté assez affligeante quand même. C'est-à-dire, enfin, après, c'est leur jeu évidemment. Ouais. Ils vont pas nous régaler, bien sûr. Mais en fait, j'ai trouvé leurs arrières dans l'incapacité de créer la différence dans une défense galloise qui pourtant me semblait assez perméable. C'est-à-dire qu'ils ont tenté des accélérations, notamment Lowe à plusieurs reprises, qui a jamais su trouver l'ouverture ou presque dans la rencontre. Donc non, j'ai une équipe qui n'a pas su saisir l'opportunité, qui rate aussi des coups de pied. Donc non, j'ai pas été convaincu du tout par cette équipe d'Irlande. Alors certes, évidemment, on sait que c'est une équipe qui est vieillissante, à l'image justement de Jonathan Sexton. Mais quand même, j'espérais quand même, et il devait gagner ce match parce qu'on se sabote au bout de 13 minutes de jeu, de prendre un rouge, on se sabote parce qu'en plus on a la possibilité de revenir à plusieurs reprises à 14 contre 15. Donc c'est dommage pour les Irlandais qui franchement laissent passer leur chance, quoi. Emeric, quelle conclusion t'as tiré de ce match-là, du jeu des Irlandais notamment ? Franchement, je m'attendais à un plus haut niveau quand même des deux équipes. Alors après, dans l'intensité, dans les rocks, j'y mettais pas la main, bien évidemment. Mais en plus haut niveau, les Irlandais fidèles à eux-mêmes, à savoir du jeu de conservation. C'est-à-dire que les mecs sont en infériorité numérique, tu le sens pas. Pourquoi ? Parce qu'ils alternent les temps de jeu tout le temps. Donc tu leur enlèves un gars devant, c'est pas grave. Les mecs sont même pas au courant qu'ils ont des ailiers. Donc ça change rien, tu vois. Juste ils resserrent un peu la ligne. Donc ce jeu de conservation, les mecs dominent totalement cette première période. Ils n'arrivent pas à scorer assez. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'ils fatiguent. Et les Gallois sont revanchards. Depuis toute la presse, que ce soit anglo-saxonne, même ici, même nous, tu vois, on les enterre. Donc à un moment donné, je pense que... Oula, tu vois, Oula. corde vocale qui part. C'est en liberté ça. C'est l'émotion, Ouais, ça. c'est surtout que j'ai gueulé jusqu'à 4h30 du mat. Tom Brady, on t'aime. Non, mais donc, je sais plus ce que je veux dire, mais en gros, les Gallois ont été revanchards et ils se sont laissés absorber vraiment de cette première mi-temps. Ils se sont dit, à un moment donné, je me suis dit, il faut que quelqu'un leur dise qu'ils sont en supériorité numérique et qu'ils nous proposent autre chose. Et il va y avoir des espaces. Surtout que Pivac veut faire un jeu offensif. Montre-le nous ton jeu offensif. Bon, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, c'était pas non plus grandiose. Bon, on va donc se déplacer en Irlande et en plus c'est une équipe d'Irlande qui va forcément avoir des cadres en moins. Il y a eu beaucoup de cases dont on a parlé, on vous a préparé un tableau. On va faire des clés de match et la première clé du match, ça va être notamment l'absence de Jonathan Sexton. Thomas, c'est vrai qu'il enchaîne les commotions. Alors c'est pas officiel qu'il va pas être présent, mais il y a de fortes chances qu'il ne soit pas présent. Et ce qu'on peut dire, c'est que derrière lui, en fait, il y a 2 joueurs qui sont Billy Burns et Freddie Burns, et ces 2 joueurs-là ne sont pas en fait exempts de tout reproche. Clairement, déjà, il y a une équipe d'Irlande avec Jonathan Sexton et une équipe d'Irlande sans Jonathan Sexton. Si c'est ce qui devait arriver dimanche face à la France, ce serait un peu problématique pour les Irlandais. Après, il y a Ross Byrne quand même qui est dans cet effectif, qui est le second de Sexton au Leinster, qui est un joueur
un peu différent, qui est aussi bien meilleur que Billy Burns. On a vu la rentrée de Billy Burns, ça n'a quand même pas été énormissime et probablement juste, notamment ce dernier coup de pied, l'erreur à ne pas faire, ne pas trouver la touche. Donc voilà, Rose Burns, je pense que c'est plutôt lui qui devrait démarrer dimanche plutôt que Billy Burns. Ça va compliquer quand même les affaires irlandaises dans la gestion du jeu, eux qui ont l'habitude de s'appuyer sur Conor Murray et Jonathan Sexton. Donc ouais, ça peut changer la donne quand même. On en avait parlé en plus dans la preview, Rivenzi, de cette incapacité des autres ouvreurs irlandais à véritablement concurrencer Jonathan Sexton, qui est très souvent absent en fait. Elle a été démontrée, quoi. Enfin, voilà, on avait expliqué ça et ça a été démontré juste après, quoi. Tu vois, ils arrivent à se recréer une dernière action, ils ont une pénale touche et ça part en ballon mort. On est en mode bon, les gars, on fait quoi en fait? Donc c'est un peu compliqué. Donc oui, Sexton va bien sûr énormément manquer à cette équipe. Mais dans les clés de la rencontre encore, pour y revenir, je pense que ça va quand même. On a vu comment ils se sont envoyés dans les rucks quand même là, les Irlandais pendant 80 minutes. Et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on ait de la casse déjà d'une, et surtout j'ai peur que j'espère que notre banc sera plus efficace face à l'Irlande, parce que là franchement on a implosé, on a perdu en mêlée contre l'Italie, quoi. Avec notre banc devant, on est en mode bon. Les gars, j'espère qu'on l'Irlande, on arrivera avec autre chose, parce que sinon ça va être très très dur. On sait que c'est des matchs évidemment très âpres, parce que voilà, ça s'envoie comme jamais pour les Irlandais, mais là ça va être dur, sachant que j'ai trouvé que voilà, Aldrit, Olivon, c'est pas incroyable non plus en ce moment. Donc attention, parce que devant ça va être dur. J'avais pas prévu cette clé du match pour tout te dire, Rivenzi, mais pour toi ça va être une des clés du match, la capacité du banc français à faire la différence, Aymeric? Ouais, c'est une des petites déceptions. Moi, je rejoins Rive là-dessus sur le match de l'Italie. Maintenant, dans le niveau de jeu de l'équipe de France, quand tu vois les autres matchs et les autres nations qui sont censées être très fortes, les Anglais en dessous de tout, là en l'occurrence les Irlandais, très décevants, même s'ils ont joué à 14, tu vois. C'est très. On sait comment ils vont nous jouer, les Irlandais. Ils vont faire des temps de jeu, et s'ils avancent pas, au bout d'un moment, ils balancent au pied. Sauf que nous, sur les ballons de récup, généralement, on n'est pas trop mal. Le truc, c'est que voilà, il va falloir tenir défensivement, il va falloir corriger les erreurs contre l'Italie défensive, surtout au près. Je nous ai trouvé des portes de saloon à un moment donné, j'ai pas compris. Notre indiscipline, quoi. C'est-à-dire que si on a et l'indiscipline. Oui. Et l'indiscipline qui a été notre problème, notamment l'année dernière, on a été extrêmement indisciplinés. Et donc, surtout quand on te propose. Ça te met à la faute, tu vois, quand tu défends sur une nation qui est capable de maintenir des temps de jeu pendant 5 minutes, il faut être extrêmement discipliné, donc ça va être un énorme test, mais je pense qu'on peut leur en mettre 30, 40. Et il y aura d'autres absents du côté de l'Irlande, parce qu'on a parlé de Jonathan Sexton, mais forcément il y aura Peter O'Mahony, il y aura Robbie Henshaw aussi qui est sorti sur commotion, on l'a vu, Ian Andersen qui c'est le deuxième ligne, ouais, c'est ça. Ouais. Qui s'est tordu le genou, et Jacob Stockdale, le copain d'Alex Priam, qui ne fait pas du tout le tournoi à destination parce qu'il s'est pété le genou tout simplement, alors que c'est un des cadres de cette Irlande-là. Est-ce que, selon toi, l'Irlande est capable de remplacer tous ces joueurs, Thomas? Déjà, Robbie Henshaw, est-ce qu'on est sûr qu'il ne puisse pas jouer? Est-ce qu'il est revenu sur le terrain à la fin du match quand même? Ah, il est revenu sur le terrain, je ne l'avais pas vu. Donc Henshaw postule. Après, il y a un joueur aussi, il y a Bundy Aki qui était dans le groupe. Est-ce que Andy Farrell va pas ressortir la carte Bundy Aki, notamment parce qu'en plus il n'y aura pas Vakatawa en face, donc pour aller prendre ce milieu du terrain, c'est quand même un joueur qui fait des dégâts monstrueux à chaque fois. Non, je suis pas si inquiet que ça pour remplacer les joueurs. Il y avait la deuxième ligne, Ryan et Byrne, qui n'a pas été si mauvaise hier face aux Gallois. Derrière aussi, on parlait du jeu au pied tout à l'heure. Je pense que ça va être là la vraie inconnue pour l'équipe de France. L'Italie a beaucoup joué sans faire beaucoup de jeu au pied. Certes, Brice Dulin est impeccable dans ce domaine depuis un certain temps, mais je suis impatient de voir Teddy Thomas et Gabin Villiers sous les obus irlandais pendant 80 minutes. Surtout qu'en plus, ils ont rajouté James Lowe, leur ailier, qui a une très bonne patte gauche, ce qui change un peu dans la stratégie d'avoir un gaucher dans une équipe, et notamment à l'aile, il va pouvoir prendre beaucoup plus de jeu au pied. Donc c'est peut-être aussi le petit bémol pour les Français, alors peut-être pas à corriger, mais en tout cas à bosser sacrément d'ici dimanche. Vous pensez qu'il va garder les deux mêmes ailiers contre les Anglais, c'est vrai, ou est-ce qu'il va faire tu veux dire Galtier? Oui. Franchement, s'il est dans la continuité, après, tout se joue le mercredi avec Galtier. Tout se joue le mercredi dans l'entraînement haute intensité, donc tu as 3 ailiers
d'un très haut niveau. Il donne sa chance à Gabin Villiers, qui est un peu le dernier arrivé, tu vois. Le mec, tu lui donnes sa chance, bah, c'est compliqué de lui enlever parce qu'il fait pas d'erreur. Teddy Thomas, il était attendu, bah, il a répondu présent, donc c'est compliqué. Penaud, bah, ça reste Penaud, ça reste pour moi intrinsèquement le meilleur allié des trois qu'on a cités. Moi, je laisse gérer Galtier là-dessus. Hein. Franchement, moi, je mettrais Penaud Thomas, mais ça me fait chier parce que Gabin Villiers, qu'est-ce que tu peux lui dire au gars? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui enlever? Surtout que Gabin Villiers, il peut potentiellement être très très bon sur ce genre de match où ça va ferrailler. On sait qu'il aime bien y mettre les mains dans les rugs, gratter des ballons. Il met plus souvent la tête que Teddy Thomas et Damien Penaud dans les rugs. Donc non, franchement, sortir Gabin Villiers après son match en Italie et la fin de la Coupe d'automne des Nations, je trouverais ça très sévère quand même. Penaud, il a fait une rentrée au centre aussi. C'est plus Thomas moi que je sors du coup en vrai, parce que si tu sais que tu vas te faire bombarder, tu peux mettre Thomas en fin de match histoire de mettre un petit peu le feu dans la défense à la fin et de terminer le match quoi. Moi je vous trouve assez dur sur les ballons hauts. Teddy Thomas c'est claquette man. Il va te chercher à chaque fois tous les ballons. Tu vois, j'en ai vu quelques-unes en Champions Cup où il allait pas le chercher, mais bon. Il y a une petite défense à un moment donné où il se dit est-ce que j'y vais, merde, le défenseur l'attaquant est au-dessus de moi. Je suis d'accord, mais je le trouve pas sur les ballons hauts si cata que ce que vous êtes en train de dire. On dit que ça va être un autre test que face à l'Italie où finalement l'Italie a très peu bombardé les ailiers. Je me rappelle du match France-Angleterre de l'année dernière. Les Anglais qui aiment quand même bien arroser notre troisième rideau, ils arrosaient pas Teddy Thomas. Donc je pense qu'il y a aussi cette crainte de quand il récupère le ballon, l'ami, il peut nous mettre le feu. Donc je suis pas certain que tactiquement t'envoies des ballons sur Teddy Thomas, mais que tu les enverrais sur Raka par exemple. Ça va être une des vraies clés du match de savoir si les Irlandais, on dit qu'ils ne sortent jamais du cadre, qui restent dans leur plan de jeu, mais ne pas sortir du cadre contre nous, c'est nous rendre tous les ballons, et c'est notre plus grande force en fait. C'est essayer de nous mettre à la faute. Parce que c'est quoi la plus grande faiblesse de l'équipe de France? C'est l'indiscipline. Il y a quoi comme jeu qu'est-ce qui pousse aux fautes? C'est le fait de ne pas avoir le ballon, de vouloir le gratter, d'aller un peu trop loin, d'être sur la ligne de hors-jeu. Et tu peux te faire sanctionner, ça peut aller très vite. Dans les regroupements, il suffit qu'il y ait un déblayage, on l'a vu, un déblayage qui va à l'épaule, un peu trop virulent, bim, tu te prends un rouge, le match est différent. Ils l'ont vécu les Irlandais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a Charles Olivon notamment qui a pris 3 pénalités dès le début du match. Jérôme Garcès a intégré le staff de l'équipe de France. Rivendi, est-ce que toi, tu as été clairement déçu par cet aspect-là? Est-ce que tu es optimiste dans le fait que l'équipe de France prenne moins de pénalités? Je pense que dans un match comme contre l'Irlande, on va réussir, je pense, à se mettre au niveau. Mais malgré tout, il faudra faire effectivement attention parce qu'on a été assez indiscipliné. Mais oui, ça reste évidemment l'objectif. C'était déjà l'un de nos défauts l'année dernière. Et j'espère que dans des matchs comme ça, où clairement on va se faire bousculer, j'espère qu'on sera au niveau. Précisons quand même que l'indiscipline, ça a été très compliqué pendant 20 minutes, il y a 6 pénalités, mais après sur tout le reste du match, c'est seulement 3. Oui, c'est vrai. Donc, ça fait 9 pénalités sur l'ensemble des 80 minutes et c'est la deuxième fois seulement depuis l'ère Galtier que la France ait moins de 10 fautes. On dit faut moins de 10 fautes au niveau international. Donc le reste du match a quand même, alors que l'Italie a eu le ballon 61% du temps, je crois, il n'y a eu que 3 fautes au-delà des 20 premières minutes. Donc attention, c'était pas si mal en tout cas sur le plan de l'indiscipline. Après, on ferraillait pas contre l'Italie. Et c'est peut-être ça aussi le travail de Garcès, etc. C'est qu'on choisissait vraiment nos zones de grattage et ce qui nous permettait d'être un peu plus propre. Et je pense que c'est contre l'Irlande. Je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir un match où on gagne aussi largement, parce qu'on a été plutôt propre finalement, et du coup où on leur donne même pas de quoi botter, parce qu'ils ont même pas eu de quoi, on va dire, avoir des munitions pour essayer de revenir au score à un moment donné. Donc oui, c'est vrai que ça a aidé Petit point historique pour rappeler que c'est quand même un déplacement difficile à l'Aviva Stadium pour l'équipe de France, parce que ça fait depuis 2011 qu'on n'a pas gagné. Dernière victoire française sur l'Irlandais en match officiel, on remonte à 13 février 2011. On avait gagné 2-3 points et on reste sur 3 défaites et un match nul là-bas. On avait fait 13-13 en 2013. Et pour rappeler aussi qu'aucun joueur français présent en ce moment n'a déjà gagné en Irlande. Donc forcément, ça va être quelque chose qui va être à découvrir. Mais l'absence de public... On voit la 14e commotion de Jonathan Sexton en 2011. C'est lui là? Non, je sais pas, il ressemble un peu, j'ai voulu faire... juste avant, Sexton, là, il doit être raté combien de temps là, pour la commotion là, parce que... S'il est commotionné, il va devoir... Je sais pas, il n'a pas été commotionné. Il n'avait pas été, hein. Mais non, mais... Cette année, il l'a pas été. Attends, il est KO, il est raide et tout. Attends, tu le vois. T'as vu Dan Bigard, hein. Dan Bigard, il enchaîne les commotions, ils le font tout le temps jouer. Donc moi, je pense
qu'on va avoir Sexton en face de nous. En vrai. Mais je sais, enfin, tu sais, comme d'hab, nous, au moment où on enregistre l'émission, quand on arrête l'enregistrement, je vous le dis, les gars, juste après, t'as des actus qui tombent pour nous dire la compo, les trucs, les machins. Mais bon, c'est le tout jeu. ça. Mais bon, C'est le jeu. Parce que si c'est pour nous faire comme l'année dernière où il met les pénalités à 4 mètres du poteau en dehors, c'est en mode bon. Bah, si c'est pour nous mettre un drop à la 80e, Non, mais je te rappelle aussi. Hein. pour en revenir à cette histoire de déplacement, en vrai, le fait qu'il n'y ait pas le public, ça change aussi quand même pas mal de choses. Enfin, vraiment, quand les Français se déplacent en Écosse l'année dernière à Murrayfield, on sent quand même qu'il y a la pression. Il y a 10 000 supporters français qui les attendent en dehors du stade. Enfin, voilà. Donc le fait qu'il n'y ait pas ce public-là, et en vrai, on l'a senti aussi d'une certaine manière à Twickenham ce week-end entre l'Écosse et l'Angleterre, hein, ça impacte quand même les rencontres, le fait qu'il n'y ait pas de supporters pour les équipes à domicile, bien sûr. Voilà, on a terminé, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose sur cette Irlande-France? On va terminer avec un quiz après. On est bon? Moi, je pense que si on les tape bien, on gagne le tournoi. Ah, Je suis assez parce d'accord. que maintenant on est presque favori. Bah, franchement, moi je l'ai envoyé dans le groupe, dans notre groupe WhatsApp, mais franchement, en regardant les autres matchs, vu le niveau actuel des autres nations, ce serait presque une énorme déception de ne pas le remporter ce tournoi. Autant sur la preview, j'étais un peu moins enflammé. Là, les Anglais, c'est en dessous de tout. L'exigence monte d'un cran pour l'équipe de France forcément. En Bah ouais. le résultat. Les gars, vous avez là vraiment, faut passer un cap. Là vraiment, il faut aller battre les Irlandais. Vraiment, tu bats les Irlandais, tu prends le bonus, et je pense que c'est largement possible de leur. Ah, tu parles déjà de bonus offensif, quoi. Ah, pour moi, il faut le bonus offensif. Tu leur mets 4 essais aux Irlandais. Mais comme on les a surclassés dans le match en retard de destination en septembre-octobre, là, je sais plus quand, on les a surclassés. Donc je pense qu'on peut réitérer cette performance. J'ai une dernière On peut faire la question. même On est sûr à 100% que le match ait lieu? Enfin, on enregistre évidemment le lundi début de journée. On est sûr. Est-ce qu'on a eu la confirmation de la Fédé ou quoi? De Ou quoi on Pour est l'instant, il n'y a aucune Avec le raison match à que Lyon. le match soit annulé. D'ailleurs, dans l'équipe ce matin, Oh, pas de malheur. Non, mais parce qu'en gros, c'est vrai que le déplacement, déjà qu'il n'y a aucune, on rappelle, aucune presse française ni italienne ne peut se déplacer dans le Royaume-Uni. l'île britannique au Royaume-Uni. Donc déjà, c'est quand même un truc important à souligner. Donc on attend de voir, mais quand même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus tout simple. Thomas, il est dégoûté, il a des bonnes adresses en Irlande en plus. Donc, Sérieux? Toujours. On vient avec. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec de la crêpe. Vous avez des plus 1 avec l'équipe pour. Pour terminer cette émission, Thomas, je voulais te faire découvrir le quiz qu'on a fait la semaine dernière parce que il avait été plutôt rigolo, il est plutôt convivial à faire. Donc tout simplement, on va faire un quiz avec qui a la plus grande. Et qui a la plus grande, je vous Voilà. donne des joueurs. On va rester dans notre carcan équipe de France. Ça va être simplement des joueurs qui ont porté le maillot bleu relativement récemment. Et je vais donner 2 joueurs. Vous allez devoir me dire chacun votre tour qui est le plus grand. Ceux qui se trompent sortent du jeu. Et après, il y a une finale. On est d'accord? Ok. pour regarder sur Internet en même temps ou... Oui, bah oui, tu peux y aller. Exactement. Tu as tout compris. Tu as tout compris à ce jeu. Yoann Huget ou Ali Veretti, Raka, Emmerich? Putain. Mais Yoann Huget est très grand. Allez, Yoann Huget. Yoann T'as Huget. dit qui? Yoann Huget? Et Raka. Raka. Wow. Raka pour toi? Raka, ouais, je dirais. Raka, Thomas? J'ai. Huget, Revendi, tu sors du jeu. Oh non. Oh non. Oh, il est grand. Il y a 1 cm de Oh, les- différence. Oh là là, mais Oui, je suis un enfoiré. Oui, je suis un enfoiré. 1,89 pour Raka. Farcirait tous les sites, voir s'il n'y a pas un vice de procédure dans le jeu. Posons la question de savoir, finale, Je suis en finale là, quoi. Thomas contre Emmerich. Ça fait plaisir. BE. Gaël Ficou, Sofiane Guitoun. Thomas, t'as la main. Quel ficou. Gaël Ficou. Je me dis que je peux me faire baiser parce que Guitoun, il est longiligne, tu vois. Mais je vais dire Guitoun. Tu vas dire Guitoun? Oui. Eh bien, moi, Emmerich, tu as perdu. Oh non. Allez, bravo du coup. Hein. Bravo Thomas. Il y a 5 cm quand même de différence. Ah ouais, Gaël T'es Ficou, il nul, fait hein. 1,90 mais Non, mais 6. tu sais, tu te fais avoir par rapport au gars des mecs, tu vois. Non, pas du tout. Je crois que c'était assez facile comme Je veux dire, c'est juste que je suis journaliste et pas toi. excuse-moi. Ok. Ça fait donc 6 cm de talent. différence. Gaël Ficou effectivement fait 1,90 et Sofiane Guitoun fait 1,95. Bah, bravo Thomas à toi Bah, bravo. pour cette victoire. Merci d'être venu avec nous partager Avec grand cette plaisir. preview, ce débrief. On t'invite quand tu veux Très bien. avec un grand plaisir. Merci Emmerich. Bon, c'était un plaisir toujours. Hein.
Merci. Alors, on a des maillots qui arrivent. Oh, propre. Ah Oh oui, là c'est là, les maillots. Alors tiens. voilà, pour ceux qui connaissent bien Ben. notre émission, voilà Ben qui apparaît pour la première fois à l'écran. Notre chef d'édition Castré qui nous amène, voilà, il amène des cadeaux. Merci mon Ben. Et ben ça, c'est les maillots de l'équipe de France qui sont qui viennent de nous être envoyés par le Coq Sportif, qui sont magnifiques. On va peut-être en faire gagner un très prochainement. Ils sont beaux, hein. Ils sont sympas. Ils sont Franchement, ils sont beaux les maillots de l'équipe de France. C'est bien, hein. Moi j'aime bien. Avec un sponsor qui gagne en plus. Voilà, une France qui gagne, c'est bon ça. Magnifique, au top. Et ben voilà, donc les maillots, on termine avec les maillots du Coq Sportif qui sont très très beaux. Je vais peut-être le... On va voir. Non, t'as dit que t'allais l'offrir, donc tu vas pas le. Non, oui, je vais l'offrir. Rejoignez-nous sur tous les réseaux et notamment Twitter, Bureau Oval 0 et sur Instagram, on est très présent et on fait gagner des belles petites choses. Merci les amis et bon match, bon Irlande-France et allez les Bleus. Ciao, ciao, bisous. Ciao, ciao. Ciao les copains.